sujet de ce soir, c'est réparer son enfant intérieur et s'épanouir pleinement. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, je suis Catherine Henry-Plessier, je suis médecin de formation et à un moment de ma vie de médecin, j'ai compris que la médecine allopathique traditionnelle n'apporterait pas les réponses que j'espérais et que j'attendais. Et je suis entrée sur le chemin du développement personnel, de la psychologie, de la psychothérapie, je me suis formée et tout doucement j'ai changé de métier. De la médecine du corps, qui coupe le corps en morceaux, je suis passée à la médecine de l'âme, du cœur, la médecine holistique, la médecine qui voit l'être humain dans sa globalité. Et sur ce chemin, j'ai trouvé le bonheur, la joie, ma mission de vie. Et aujourd'hui, j'accompagne depuis 30 ans les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent révéler leurs talents, qui souhaitent découvrir qui elles sont, qui souhaitent réparer leur histoire, qui souhaitent s'épanouir, se réaliser pleinement sur leur mission de vie. Et je les accompagne tout au long de ce chemin. Et le bonheur, c'est le chemin. Donc aujourd'hui, on va parler de la première étape du développement personnel, la toute première étape qui consiste à aller à la rencontre de son enfant intérieur. La deuxième étape, il s'agit d'intégrer sa dimension masculine et sa dimension féminine pour pouvoir aimer de façon inconditionnelle. La troisième étape, c'est aller à la rencontre des égrégores, des archétypes, du collectif qui nous impacte pour pouvoir faire la paix avec, l'intégrer et pouvoir ensuite aller vers sa pleine mission, sa pleine réalisation et la manifestation de son « je suis », du soi, de son être de lumière, de son être potentiellement parfait que nous avons au fond de nous. Donc cet enfant intérieur, je vous ai préparé quelques petites notes sur l'histoire. Depuis quand on parle de cet enfant intérieur? Ça a commencé, je dirais, dans les années 40 avec Carl Gustav Jung, qui avait remarqué que dans l'analyse des rêves, quand apparaissait un enfant, c'était une énergie nouvelle, annonciatrice de changement, annonciatrice d'évolution, de transformation qui se manifestait. C'est à partir de là, ensuite, qu'il a commencé à parler du processus d'individuation, à partir du moment où je fais face à cet enfant intérieur, où je vais chercher son histoire, je m'individue, c'est-à-dire que je deviens autonome, je deviens plus centrée, moins dans l'émotionnel, moins dans mes peurs, moins dans mes croyances et mes limitations. C'est dans les années 60 qu'on commence à voir apparaître cette notion de l'enfant intérieur dans le monde de la psy. D'abord sur la forme la plus simple, et on pense que c'est cette partie de notre personnalité qui nous fait comporter de façon puérile, avoir des caprices, des sautes d'humeur, des désirs absolument urgents qu'il faut satisfaire tout de suite, des choses comme ça. Ensuite, c'est avec Eric Berne, dans l'analyse transactionnelle, qu'on va parler un petit peu plus de cette dimension de l'enfant intérieur. Et Eric Berne va parler des 3 dimensions de la personnalité, avec la dimension du parent, de l'adulte et de l'enfant, que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Le parent étant celui qui pose le cadre, la loi, qui nourrit, qui donne les repères. L'adulte, c'est celui qui est centré, qui trouve les solutions, qui réfléchit, qui est juste. Et l'enfant, il est tantôt créateur, spirituel, joyeux, un peu coquin. Tantôt, il peut être rebelle, tantôt, il peut être adapté. Eh bien, ce sont les différentes parties que nous avons au fond de nous-mêmes et dont Eric Berne va parler. Après, c'est Assagioli qui a créé la psychosynthèse, qui va parler des sous-personnalités. Dans les sous-personnalités, il va parler de la personnalité de l'enfant qui agit dans notre intérieur. En fait, avec l'expérience de ces 30 années, je dirais que nous avons tous au fond de nous-mêmes un enfant en souffrance. C'est notre petit enfant d'autrefois, c'est le petit bébé qui peut-être n'était pas désiré. C'est l'enfant qui n'a peut-être pas été aimé, valorisé, accompagné. C'est l'enfant qui a grandi peut-être un peu seul, peut-être malheureux. Cet enfant-là agit toujours, aujourd'hui, à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur? Comment se construit-il? Comment agit-il dans notre vie? Et comment est-ce qu'on peut le réparer?
et comment est-ce qu'on peut s'en libérer pour devenir des adultes heureux, joyeux, sans peur, légers, dans la confiance, dans le lâcher-prise. Pour comprendre, il faut d'abord poser ce que je suis au moment où je choisis de m'incarner. Lorsque je choisis de venir m'incarner, lorsque je choisis de venir au monde, je suis un potentiel qui tend vers l'infini. Je suis un être de lumière, je suis de l'amour, je suis de la joie, je suis de la légèreté, je suis. Lorsque je choisis de venir faire l'expérience de la vie sur la Terre et que je choisis de m'incarner, je vais commencer à construire cet enfant intérieur. Est-ce que, premièrement, dans quel pays je viens? Le fait de venir dans une culture, dans un monde, dans un pays avec une religion particulière, avec des milieux sociaux particuliers, avec des caractéristiques particulières en fonction de la région du monde où je vais venir, eh bien mon enfant intérieur va être impacté et va construire ma structure de personnalité. C'est ce qu'on appelle l'impact du collectif. Il y a un impact dont on parle peu en Occident et qui pourtant est actif et agit, par contre qu'on connaît très très bien en Inde, c'est l'impact du karma. C'est la couche représentée par le karma, c'est-à-dire ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures, si je n'ai pas évolué, si je n'ai pas été un être juste, si je n'ai pas créé de la valeur, si j'ai été un voleur, un méchant, un assassin, etc., eh bien je vais avoir une dette karmique. Eh bien ce karma peut agir dès mon incarnation, dès mon enfance, dans ma vie. En Inde, on parle de dette karmique, on parle du karma. Voilà. Qu'est-ce qui va agir ensuite sur mon enfant intérieur? La famille dans laquelle je vais venir m'incarner. Parce qu'en m'incarnant dans cette famille, en recevant un prénom qui sera peut-être celui d'une grand-mère ou d'un grand-père ou d'une grand-tante, en tout cas d'un aïeul, en choisissant une date de naissance, en naissant un certain jour, je vais être en fidélité avec des membres de ma famille. En naissant peut-être le jour de la mort, le jour et le mois, pas l'année, de la mort d'un de mes aïeuls, je vais encore subir des influences qui vont venir caractériser mon enfant intérieur. C'est toute l'histoire familiale avec ses fidélités, la place dans la fratrie. Le premier ne va pas vivre les mêmes choses que le second et pas les mêmes choses que le troisième. Et quand c'est un quatrième, un cinquième, un sixième, c'est encore différent. Donc tout ça va jouer et en fonction de ma place, de mon prénom, de ma date de naissance, je vais recevoir des fidélités. Et puis il y a tout un aspect qui va se construire et qui lui est vraiment caractéristique de l'enfant intérieur. C'est mon histoire. Voici mon je suis. Dès l'instant où je choisis de venir au monde, de m'incarner dans une famille, je commence à recevoir des traumatismes, des manques, des carences, des peurs. Je commence à construire des stratégies inconscientes. Je commence à avoir un regard sur moi. Imaginons que le petit enfant n'est pas désiré, eh bien ça fait un premier impact. Je ne suis pas désiré, je n'ai pas de valeur. Imaginons que dans le ventre maternel, il ne va pas recevoir beaucoup d'amour. Si sa maman est préoccupée, si elle est fatiguée, si elle est malade, si le couple ne va pas très bien, si l'enfant arrive alors qu'il n'était pas souhaité, peut-être que pendant la grossesse, l'enfant va se sentir très seul. Et on peut retrouver ses mémoires. Comment se passe la naissance? Est-ce qu'il faut aller le chercher avec une césarienne? Est-ce qu'il faut aller le chercher avec des forceps? Qu'est-ce que va vivre l'enfant au moment de sa naissance? Est-ce qu'il est accueilli? Est-ce qu'il est aimé? Qu'est-ce qu'il va vivre durant ses premières semaines, ses premiers mois? Est-ce qu'il est entouré d'amour? Est-ce qu'il se sent seul et abandonné? Est-ce qu'il est nourri au sein? Est-ce qu'il est accompagné, valorisé? Qu'est-ce qu'il va vivre pendant l'apprentissage de la vie? Est-ce qu'on va l'encourager, le valoriser, le reconnaître, lui dire qu'il est beau, qu'il est doué, qu'il est intelligent, qu'il est capable, qu'il a un potentiel magnifique?
Ou est-ce qu'on va commencer à lui dire « mais c'est pas comme ça, mais t'es pas comme ci, mais t'es pas assez, mais t'es trop, mais t'es pas sage, mais t'es nul, etc. etc. » Puis toute l'enfance, toute l'éducation, l'école, nos éducateurs, nos parents, tous ceux qui vont s'occuper de nous, tout ceci va faire que l'enfant va subir un certain nombre de traumatismes jusqu'à l'adolescence, et puis ensuite à l'âge adulte, ça continue. Eh bien, toute l'histoire de l'enfant, de sa conception à aujourd'hui, toute cette histoire va créer ce qu'on appelle des mémoires. Et ces mémoires vont être à l'origine des comportements de mon enfant, de l'enfant intérieur qui va agir ensuite chez l'adulte. Pourquoi ? Ces mémoires, dès l'instant où elles m'impactent, toutes les blessures, quelles qu'elles soient, j'ai oublié de parler des blessures, telles que les jugements, telles que les injustices, les rejets, les abandons, les punitions, les humiliations, les trahisons, toutes ces blessures qu'on va vivre durant notre vie vont venir impacter ce beau je suis. Progressivement, l'enfant va oublier qui il est. Il va oublier qu'il est ce potentiel magnifique, qu'il a ses trésors au fond de lui. Il va oublier tous les talents qui sont là, parce que là, il y a plein de qualités, plein de talents. Il va oublier tout cela. Il va oublier tout ça. Il va oublier tout ça. Il va oublier tout ça. Et arrivé à la fin de l'adolescence, il va avoir une image de lui-même qui va correspondre au reliquat de ce beau potentiel dont il a encore conscience et tout ceci dont il n'a plus conscience. Voilà l'image que l'enfant va avoir de lui-même arrivé à l'adolescence et qui est très rétrécie par rapport à ce qu'il y avait au départ. Et deuxièmement, tous ces qualités, tous ces talents, il va les oublier. Il va les refouler dans les profondeurs de son inconscient. Les refouler dans l'inconscient, l'inconscient pour les psychanalystes représente 9/10 de notre personnalité. Le conscient représente 1/10. Donc tous les talents qui sont là, tout ça, c'est de l'or. Ce sont des trésors qui sont là enfouis dans l'inconscient et que nous avons oubliés. Aller à la rencontre de son enfant intérieur permet d'aller reconnecter tous ces trésors, de les réactualiser et de les réutiliser dans sa vie. Toutes les mémoires, toutes ces douleurs, je les refoule, je les oublie. Pourquoi je les oublie? Parce qu'elles font mal. Parce que derrière ces mémoires, il y a des émotions, il y a peut-être de la peur, il y a peut-être de la terreur. J'entends dans mon cabinet des adultes qui me disent « Enfant, j'étais terrorisée par mon père », par exemple. Il y a peut-être de la maltraitance, il y a peut-être de l'humiliation, il y a peut-être du rejet, de l'abandon. Tout ça, c'est douloureux et donc on le refoule dans les profondeurs. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des couvercles. On va mettre beaucoup d'énergie pour le maintenir au fond. Et on fait tout ce qu'on peut pour le maintenir pour que ça ne se réveille pas. Mais voilà, il y a un problème. Chaque fois que je vis une situation dans ma vie, quelle qu'elle soit, elle est scannée par mon inconscient. Elle est scannée par mon cerveau limbique d'abord, qui est le centre de la mémoire, dans lequel il y a toutes les mémoires de tout ce que j'ai vécu, de positif et de négatif. Et elle est scannée dans mon inconscient. Et dans mon inconscient, ça va dire à quoi ça ressemble là-dedans. La situation que j'ai à vivre aujourd'hui. Est-ce que ça ressemble à celle-ci? Imaginons, la situation, c'est je dois venir faire une conférence au salon du bien-être. C'est une situation que j'ai à vivre aujourd'hui. Cette situation, dans ce que j'ai à vivre aujourd'hui, elle vient réveiller cette mémoire-là. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire-là? C'est peut-être la mémoire, quand j'étais petite, je récitais des récitations, on écrivait des pièces de théâtre avec mes cousins et on venait les jouer devant la famille, au cas où, quand tout le monde était réuni. C'est un souvenir positif, c'est un souvenir heureux. Mon inconscient, il envoie des bulles et il dit c'est positif, c'est positif.
Et moi, je vais dire, ah oui, j'aime parler devant des gens, j'aime réciter, j'aime dire des choses. Parce que quand j'étais enfant, j'étais valorisée, j'étais accueillie, j'étais reconnue. Mon enfant intérieur me parle. Si la mémoire est négative, ça vient choquer celle-ci. Celle-ci, c'est la mémoire où quand je ne savais pas bien mes récitations, j'étais punie. J'avais une fessée, mon père m'envoyait dans ma chambre, par exemple. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez. Cette mémoire négative, elle vient se réveiller et se projeter sur la situation d'aujourd'hui. Résultat, je vais dire, moi, faire une conférence, jamais. Je ne peux pas parler devant des gens. D'ailleurs, quand j'ai essayé, quand j'étais petite, je me suis fait punir parce que je ne savais pas ma récitation. Ça crée des mémoires, ça réveille mon enfant intérieur en souffrance qui a été puni, qui a été humilié, qui a été jugé ou critiqué. Ça le fait ressortir, ça le projette sur la situation d'aujourd'hui et je suis en souffrance. Ça réveille des peurs, ça réveille les émotions et résultat, ça me paralyse, ça m'empêche et je crois. Je me mets des limitations dans ma tête, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça, de toute façon je n'ai jamais su et je ne pourrai jamais. Voilà comment va fonctionner mon enfant intérieur dans ma vie. Toutes les mémoires de mon histoire sont stockées dans mon inconscient. Toutes les mémoires de mon histoire sont stockées dans mon cerveau limbique, au niveau de la zone réticulée, au niveau des amygdales, au niveau des centres nerveux de la mémoire. Et chaque fois que j'ai quelque chose à vivre, je vais dans le bureau de mon chef, je rencontre quelqu'un dans le métro, je vis une situation, quelle qu'elle soit, elle est scannée, analysée, c'est Google, il suffit d'une seule porte d'entrée pour venir réveiller la mémoire qui est enfouie là-dessus. Et cette mémoire agit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour aller à la rencontre de cet enfant intérieur? Qu'est-ce qu'on va faire pour aller le guérir? Eh bien, ce n'est pas difficile. Pour comprendre, ah oui, j'ai oublié de terminer ici ce dessin. Ici se construit la dernière couche. C'est la couche de l'histoire personnelle. Et dedans, il y a la couche de l'histoire de mon enfant intérieur. Cette couche, elle s'est construite avec tous les impacts et toutes les mémoires. Donc revenons à ces mémoires et revenons à qui je suis. Pour travailler sur l'enfant intérieur, il y a plein d'outils, il y a plein de façons. Les façons les plus connues, les plus simples, c'est on va voir un psychanalyste, on va lui raconter sa vie, et puis on va comprendre pourquoi ça ne va pas. On va comprendre, ben oui, quand j'étais petit, c'est passé ça, et puis mon papa, ma maman. Et puis les psychanalystes disent, quand vous aurez tué symboliquement votre père et votre mère, que vous arrêtez de dire qu'ils sont parfaits, et que vous commencez à les voir tels qu'ils étaient vraiment, vous allez guérir. La cure psychanalytique va s'arrêter. Vous allez peut-être transférer l'image de votre père ou l'image de votre mère sur votre psychanalyste. Et lorsque le transfert est terminé, on appelle ça la résolution du transfert, on estime que vous êtes guéri. Eh bien non, on n'est pas guéri. On sait pourquoi on ne va pas bien. On repère les situations qui font qu'on ne va pas bien. On repère ce qui déclenche nos peurs. Mais notre enfant intérieur n'est pas guéri. Il n'est pas réparé. Alors, on peut faire de la psychothérapie. Et on va voir qu'avec ces techniques de psychothérapie, comme le fait de parler, de mettre des mots sur les mots, et puis de faire un peu de respiration, des choses comme ça, ça va commencer à aider. Et puis il y a une époque où Freud a vu un de ses collègues qui faisait de l'hypnose. Et l'hypnose, c'est un outil qui permet d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. Et il a commencé à s'intéresser à ces sujets. Après, Jung s'y intéressait. Et puis ensuite, il y a eu quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, c'est le professeur Monro, qui a créé le centre Monro et qui a étudié de façon scientifique les états qui permettent d'aller réparer cet enfant intérieur. Pour comprendre comment on va aller le réparer, il faut admettre que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Je ne suis pas qu'un corps physique. Voici mon corps physique. Je suis aussi un corps d'énergie. Et je pense que dans la salle, vous êtes nombreux à avoir déjà entendu parler du corps énergétique de l'être humain. Aujourd'hui, la physique quantique montre que la matière n'existe pas, que la plus petite particule de matière, c'est un signal électromagnétique, c'est de l'énergie.
C'est ce qu'on appelle la théorie des cordes. Quand on a terminé de descendre après les protons, les neutrons, les quarks, on arrive à ce qu'on appelle les cordes, qui sont des signaux électromagnétiques. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Plus de particules matière. Donc, déjà, la physique quantique nous fait la démonstration que nous sommes un corps d'énergie. Depuis des millénaires, dans les médecines chinoises, dans les médecines ayurvédiques, on sait qu'on a un corps d'énergie. Aujourd'hui, en Occident, on connaît le corps d'énergie et on le soigne avec l'acupuncture. On va mettre des aiguilles sur les micro-chakras des méridiens qui sont dans le corps. On va activer ou ralentir et on fait recirculer l'énergie là où elle est bloquée. Donc, je vais vous faire une représentation des premiers niveaux de mon corps énergétique. Le corps énergétique, il déborde du corps physique comme ceci. On va l'appeler le corps éthérique. Ensuite, il y a un autre corps, une autre enveloppe qu'on appelle le corps astral, qui est de forme ovale, et qu'Eckhart-Tolle appelle le corps de souffrance. Il y a encore une autre enveloppe qu'on appelle le corps causal. On peut l'appeler également le mental inférieur et le mental supérieur. Et au milieu, mettre le causal. Il y a encore une enveloppe qu'on appelle le corps bouddhique. Je vous donne les références yogiques. Parce que dans l'ésotérisme, chez Sri Aurobindo en Inde, par exemple, ou chez les anthroposophes, on peut trouver des noms un petit peu différents. Donc, ce sont les références yogiques. Et puis, il y a encore un corps qu'on appelle le corps atmique. Atma en grec, ça veut dire souffle. En fait, il y en a beaucoup plus encore, puisqu'on monte jusqu'à 352 niveaux. Et on parle de 75 corps de lumière. On peut tout explorer. Et il y a des êtres, comme des maîtres, par exemple, qui savent explorer. Nous, on va s'en tenir à ces premiers corps. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe avec notre enfant intérieur. Dans mon corps physique, j'ai un cœur et j'ai un cerveau. Avec un cerveau reptilien, qui est le tronc cérébral avec la moelle épinière, un cerveau limbique au centre et un cerveau cognitif autour. C'est dans mon cerveau limbique que se trouvent les centres de la mémoire et c'est le cerveau cognitif qui fait toutes les associations entre les différents cerveaux et les différentes aires et qui va permettre d'avoir des flashs, d'avoir des réminiscences et de relier des souvenirs ensemble. Dans mon corps énergétique, j'ai une pompe, des pompes, comme le cœur et la pompe du corps physique. Dans le corps énergétique, j'ai des pompes. Elles sont au nombre de 7. On les appelle les chakras. Vous avez sûrement entendu parler des chakras. Donc ici, au fond du bassin, 2 doigts sous le nombril, au plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de la thyroïde à la gorge, entre les 2 yeux et au sommet de la tête. Mes chakras sont reliés par un gros canal qu'on appelle Sushumna. Et 2 canaux latéraux qu'on appelle Ida et Pingala, comme ça se prononce. Et de là partent des milliers de canaux dans tout mon corps énergétique. Il y en a des milliers. On dit 72 000 canaux en Inde, dans les sciences védiques. On parle de 72 000 vaisseaux dans mon corps énergétique. Qu'est-ce qui se passe quand, enfant, je vis des traumatismes? Je suis rejetée, je suis abandonnée, je suis jugée, je suis critiquée, je suis maltraitée, je suis abusée. Toutes ces blessures que l'enfant va vivre dès son plus jeune âge, parce que nos parents ne sont pas parfaits, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et croyez-moi, avec 30 ans de développement personnel, mes enfants me disent que je suis tout juste une mère acceptable. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir. On fait ce qu'on peut. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vous faites ce que vous pouvez avec vos enfants. Si vous êtes conscient, vous ferez moins mal que précédemment. C'est tout ce qu'on peut espérer faire. Donc,
On a des parents qui ne sont pas parfaits, qui nous font vivre des choses qui nous font souffrir. Ça fait ce qu'on appelle des mémoires. Les mémoires, on a vu, elles sont stockées dans le cerveau limbique, dans les zones de la mémoire. Les mémoires, elles sont stockées dans mon inconscient, dans les profondeurs de mon inconscient. Mais ça, c'est abstrait. Où est-ce qu'il se trouve, mon inconscient? Ça, c'est la conférence que je ferai, je crois, lundi ou mardi ou dimanche, je ne sais plus. Enfin, je fais faire une conférence sur l'inconscient. Donc, ces mémoires, qu'est-ce qui se passe dans le corps énergétique? C'est comme si elles faisaient une thrombose sur les canaux énergétiques, ici, au niveau de l'éthérique et au niveau de l'astral, dans les premiers plans du corps astral. Ça bouche. Tous les talents qui étaient associés et qui ont disparu, que j'ai refoulés dans mon inconscient, ils vont se retrouver bloqués derrière. Et toute l'énergie de vie qui circule dans ces canaux, elle est bloquée à ce niveau-là. Elle est bloquée au niveau de la mémoire, elle ne circule plus. Voilà ce qui se passe avec les mémoires. Pourquoi Eckhart Tolle appelle ça le corps de souffrance? Parce que dans le corps astral, on porte la mémoire de toutes nos souffrances. Et elles se réveillent, et elles agissent dans nos vies, et elles font qu'on va avoir des comportements qui vont nous mettre en colère, qui vont nous faire fuir, qui vont faire qu'on va se replier, qu'on appelle les comportements reptiliens. J'expliquerai ça plus en détail dans les prochaines conférences qui auront lieu demain et après-demain. Donc ces mémoires, elles sont là. Donc si on va chercher ces mémoires, qu'on va chercher le petit enfant qui est en souffrance à ce niveau-là, on va pouvoir le guérir, le réparer. On va faire face à la situation, on va faire remonter la mémoire, on va retrouver ce qui s'est passé, on va retrouver les sensations dans le corps, on va revivre l'événement. Quelquefois c'est douloureux, quelquefois ça fait monter des larmes, et on va le réparer. Alors vous allez me dire, vous êtes bien bonne, mais comment on fait pour aller là, pour faire ça? Eh bien c'est simple, on va partir en état d'expansion de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'expansion de conscience? C'est un état que la science décrit par les ondes cérébrales. Quand je pars en état d'expansion de conscience, mon cerveau passe des ondes bêta aux ondes alpha, aux ondes θ, aux ondes delta, aux ondes gamma. Bêta sont des ondes qui sont très rapides, alpha sont des ondes régulières, θ des ondes un peu plus grandes, delta encore plus grandes, et gamma très rapide et très régulière. Voilà. Celles-ci font 30 cycles par seconde, 0,5 à 5, 5 à 8 cycles par seconde, 8 à 14, et là c'est autour de 14-15 cycles par seconde. Voilà comment fonctionnent les ondes dans mon cerveau. En temps normal, mon cerveau passe de bêta en alpha quand je me relaxe et que je m'endors. Passe en θ quand je commence à entrer en phase de sommeil. Passe en delta quand je suis en état de sommeil profond. C'est-à-dire qu'il va falloir me secouer très fort pour me réveiller. Passe en gamma quand je suis en sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Donc en temps normal, mon cerveau passe dans ces états toutes les nuits, plusieurs fois, avec les cycles de sommeil. Un état d'expansion de conscience, c'est un état du cerveau où je passe par toutes ces phases sans dormir. Et c'est facile, et on peut y aller, et tout le monde peut le faire. Et tout le monde est capable d'aller dans ces états pour réparer et aller à la rencontre de son enfant intérieur. On peut y aller par les mouvements corporels. Chaque fois que vous faites du yoga, par exemple, à la fin de la séance de yoga, vous avez une relaxation. Cette relaxation vous amène en état d'expansion de conscience et elle peut faire remonter à la mémoire des souvenirs, des mémoires de ce que vous avez vécu. La musique classique, la musique sacrée, les bols tibétains, les bols de cristal vous emmènent en état d'expansion de conscience. Le chant des baleines, les cloches des églises, les didgeridoo, la course à pied. Il y en a qui font de la course à pied dans la salle. Quand vous arrivez en deuxième souffle,
Ce n'est plus votre volonté qui fait courir vos jambes, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui a pris le relais et vous courez de façon automatique. Vous êtes à ce moment-là en état d'expansion de conscience. Il y a plein d'outils. Les techniques de visualisation guidée, la méditation, la contemplation. Et puis on peut aussi y aller avec les plantes sacrées comme l'ayahuasca. J'ai eu l'occasion de tester tout ça avec un ami chaman avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans en forêt amazonienne. Donc tout ça, on peut aller dans ces états sans rien prendre, sans drogue, sans rien. Juste par des techniques de visualisation guidée, des techniques de mouvement corporel, des techniques sonores et des techniques respiratoires. Dès l'instant où je vais dans cet état et que mon cerveau commence à avancer dans ces zones-là, ma conscience va s'expanser. Au début, ma conscience n'occupe que mon corps physique. Mais très vite, elle va s'expanser pour occuper mon corps éthérique, puis occuper mon astral, puis le causal. Elle peut s'expanser jusque-là. Et aujourd'hui, moi, je continue à explorer pour aller jusqu'à ces niveaux-là. On peut expanser sa conscience très, très, très largement. Quand vous faites une séance d'hypnose, vous expansez votre conscience. Votre cerveau, il passe de bêta en alpha et il vient tout doucement se rapprocher un petit peu des θ dans une séance d'hypnose. Donc, je vais aller en expansion de conscience et ma conscience va déborder. Quand je suis en bêta, ma conscience reste limitée à mon corps physique. Quand je passe en alpha, je rentre, mon corps physique s'endort, se relaxe. Ma conscience reste encore à l'intérieur. Puis, je vais me rapprocher des ondes θ. Ma conscience va sortir de mon corps physique. Je vais avoir l'impression que ça gonfle. L'impression d'avoir un grand corps, une grosse tête, des gros pieds. On le sent beaucoup au niveau des mains au début. Et quand ma conscience s'expanse, je vais arriver ici au niveau des ondes θ, ici au niveau des ondes delta, ici au niveau des ondes gamma. À mesure que je pars en expansion, mon cerveau change d'état, ma conscience occupe de plus en plus d'espace. Elle ne fait pas un saut, elle occupe tout cet espace. Donc je travaille en sécurité, il n'y a aucun danger. Et je vais aller en expansion chercher ce qu'il y a là. Et je vais aller voir le petit enfant qui est là. Et lorsqu'en expansion de conscience, je passe sur cette zone, je retrouve mon enfant intérieur, je retrouve ses peurs, je retrouve sa souffrance, je retrouve ses émotions, je retrouve dans mon corps physique les sensations, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. Le fait d'aller chercher cette mémoire, elle s'ouvre, elle se vide. Et je vais prendre mon petit enfant, et moi, l'adulte d'aujourd'hui, je vais l'écouter. Je vais le prendre dans mes bras, je vais le rassurer, je vais le consoler, je vais lui dire « À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais peur. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours là pour toi. Plus jamais tu n'auras peur. » Et je vais l'emmener, ce petit enfant, ici. Je vais expanser ma conscience jusqu'ici. Pourquoi jusqu'ici? Parce que quand on arrive dans ces zones-là, on est dans des zones où il n'y a que de la lumière et que de l'amour. Donc j'emmène mon petit garçon, ma petite fille ici et je symbolise une source de lumière, une source d'amour. Et je vois mon petit enfant que je glisse sous cette source et je vais le purifier avec la lumière, le purifier avec l'amour, le remplir d'amour, remplir tout son corps, toutes ses cellules de lumière et d'amour. Et donc toute l'ombre liée à cette mémoire ou à celle-ci ou à celle-ci, on peut réparer plusieurs mémoires à la fois, s'en va, elle part dans la terre et mon enfant se répare. Mon enfant de lumière rayonne, devient comme un soleil. Et lorsqu'il est réparé, je le ramène dans mon cœur. Sa nouvelle maison, c'est mon cœur. Plus jamais il sera dehors, plus jamais il sera tout seul. Je le ramène dans mon cœur. Le fait de faire ça, la mémoire se nettoie. Je vais terminer le travail en allant chercher mon père, en allant chercher ma mère, si ce sont les personnes qui sont mises en cause, et je vais les emmener dans la source.
Et là, moi, l'adulte d'aujourd'hui, je vais regarder mon père. Et je vais voir mon père comme ceci, avec sa lumière intérieure et avec cette couche qui s'appelle également l'ego, c'est la couche d'ego, c'est la couche de personnalité qui s'est construite depuis son enfance, parce qu'il n'a pas eu de parents parfaits, lui non plus. Je vais le voir dans sa lumière et dans son ego négatif, dans cette couche-là. Et je vais m'affirmer face à mon père et je vais lui dire, papa ou maman, voilà ce que tu as fait, ce n'était pas juste, ça n'était pas acceptable. Ce que tu as fait m'a fait souffrir, ce que tu as fait a un impact sur moi encore aujourd'hui, m'entrave encore aujourd'hui. Et je m'adresse comme s'il était là face à moi. Et je vais aller chercher ma colère, parce qu'on a plein de colère enfouie au fond de nous. Souvent, j'en ai qui me disent, oh non, moi, j'ai pas de colère, pas du tout. Et puis, ils font un petit parcours avec moi, puis d'un seul coup, la colère, elle remonte. Ah oui, dès l'instant où on commence à nettoyer, la colère, elle remonte. On va chercher cette colère et on va la balancer, l'envoyer sur la couche négative. On va détruire le côté sombre, la négativité de mon père. On lui fait du bien, on lui retire son ombre et on ne touche pas à sa lumière. Et on s'affirme, et on casse. Il y en a qui disent, j'ai été obligé d'utiliser un marteau-piqueur, un pistolet laser. On va détruire la couche d'ombre et garder la lumière. Et on va sentir si on peut rétablir le lien avec le Père, parce que quelquefois le lien il est coupé. Et on va faire ce qu'on appelle le pardon, par le don de l'amour. Papa, je te pardonne, ça veut dire je te redonne l'amour. Je recrée le lien d'amour avec toi. Donc je te pardonne papa, je te pardonne maman. Je détruis leur pardon symboliquement en visualisation. Je m'adresse à leur lumière et je répare ce lien avec eux. Eh bien, lorsque j'ai fait ça, la mémoire est complètement nettoyée. Il n'y a plus qu'une petite cicatrice. Tous les talents qui étaient bloqués là redeviennent disponibles pour la vie. Je vais me les réapproprier et je vais pouvoir les utiliser pour aller vers mon projet de vie, pour aller vers ma mission de vie. L'énergie qui était bloquée là derrière, qui butait, elle revient disponible pour la vie. Résultat, je vais avoir de plus en plus la pêche, de plus en plus d'enthousiasme, de plus en plus envie de faire des choses, de créer du bonheur, de créer de la joie, de rencontrer des gens, de me lever du bon pied. Ça change ma vie. Les mémoires négatives se réparent. Résultat, elles n'ont plus d'impact dans ma vie d'aujourd'hui. Elles ne sont plus réveillées par les situations du jour. Elles sont nettoyées dans mon corps énergétique, mais elles sont nettoyées pareillement dans mon cerveau, elles sont nettoyées pareillement dans mon inconscient. Les mémoires sont nettoyées, elles ne sont plus actives. Donc je suis beaucoup moins dans l'émotionnel, beaucoup moins dans la réaction, beaucoup moins dans les peurs. Alors je vais pouvoir réparer le maximum de choses. Et on peut tout réparer. Y compris les incestes, les vrais, les viols, y compris les maltraitances, y compris les violences. On peut tout réparer. Ça demande un peu de temps, mais ça marche à chaque fois. Et à chaque fois, les personnes disent, c'est amusant parce que maintenant, quand je repars en expansion de conscience sur ma vie d'enfant, eh bien, ce sont les beaux souvenirs avec mes parents qui reviennent. Et les souvenirs négatifs, je les ai effacés. Je sais que ça a eu lieu. Je ne suis plus dans l'émotion quand j'y repense ou quand je repasse dessus en expansion. Je n'ai plus peur. Je suis en paix avec ça. J'ai fait face à mon histoire. Ça s'efface. Ce à quoi je fais face s'efface. Et quand ça s'efface, les belles choses remontent. Les beaux souvenirs avec mes parents reviennent. Résultat, plus centré, moins dans l'émotion, moins réactif, je retrouve mes talents, je retrouve de l'énergie, j'ai qu'une envie, c'est avancer sur mon projet de vie. Et donc, jour après jour, je vais pouvoir m'épanouir. Et je vais pouvoir d'autant m'épanouir que si je pars plus loin en expansion de conscience, ici,
vais tomber sur les mémoires de mon histoire familiale. Et c'est en partant d'expansion de conscience par ici qu'on va trouver par exemple les secrets de famille. Et chaque année, ça arrive au moins une fois par an, on découvre que l'enfant n'est pas le fils ou la fille de son père, mais de quelqu'un d'autre. Et quand la personne le découvre, c'est un gros choc. Et quand elle va interroger sa famille, ce qui est plus terrible encore, c'est que tout le monde est au courant, sauf elle. La plupart du temps, c'est comme ça. La personne ne sait pas, alors que les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les tantes le savent. On va pouvoir aller rencontrer les membres de la famille, parce qu'ici, on va trouver les mémoires familiales, et libérer les fidélités. En fonction de mon prénom, de mon rang de naissance, de ma date de naissance, je suis en fidélité avec des membres de ma famille. Et donc, je vais pouvoir réparer les fidélités. Si c'est une fidélité d'inceste qui se transmet de génération en génération, il vaut mieux la réparer. Si je la répare, c'est terminé pour la lignée ensuite. Si ce sont des fidélités de faillite, autant les réparer. Si ce sont des fidélités positives, de réussite, c'est magnifique, autant récupérer les talents et tout ce qui va avec. Eh bien, ça, on va le trouver ici, en étant dans cette dimension de l'inconscient, dans le corps astral, à la fin du corps astral. Et souvent, les personnes qu'on emmène en expansion de conscience voient les personnages de leur famille, une arrière-grand-mère, les personnages se nomment, ils ont des visions de personnes qui viennent les voir, qui leur donnent des messages, qui leur expliquent. Et on peut travailler pour libérer et nettoyer. Si je vais maintenant encore plus loin, ici, dans le corps causal, dans le mental inférieur ici, et le mental supérieur ici, pour les autres approches, je vais tomber sur les mémoires collectives, ce qu'on appelle les égrégores. Ce sont tous les amas de formes pensées auxquels j'appartiens. C'est là-dedans qu'on a l'impact des religions, l'impact des milieux sociaux, l'impact des régimes politiques, l'impact de tout ce qui fait la culture d'un pays, d'une communauté. Eh bien, tout ça vient m'impacter. Et dans certains égrégores, il y a des choses qui ne sont pas toujours positives. Les égrégores ont toujours un côté positif et un côté sombre. Je vais pouvoir faire la paix avec le côté sombre et réparer. Et puis, si je vais plus loin, et puis les archétypes, j'ai oublié, les archétypes sont comme des manteaux qui viennent nous habiller pour renforcer nos comportements. Quand je suis centrée, quand c'est mon « je suis » qui s'exprime, quand j'ai nettoyé les mémoires de mon histoire et que mon « je suis » a retrouvé sa puissance et s'exprime dans ma vie, les archétypes viennent renforcer ma puissance. Je développe le guerrier de lumière, l'impérator qui me donne la capacité de réussir et d'avoir les moyens de mon ambition, les moyens pour ma mission de vie. Le grand prêtre me donne la sagesse, la connaissance, le savoir et la capacité de transmettre. L'archétype de l'homme, pour les hommes, l'archétype de la femme, pour les femmes, me donne la possibilité d'être une femme pleinement épanouie, en couple, si c'est ma vocation, et sexuée. Les archétypes du magicien vont me permettre de dépister les manipulateurs et de révéler mes talents de guérisseur, de soignant, de résonance, de ressenti énergétique, développer des sens subtils, développer des pouvoirs. On a 400 pouvoirs à développer à mesure qu'on travaille dans ces dimensions-là. Et tout ça, tous ces archétypes vont renforcer ma puissance pour me permettre de m'épanouir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus sur mon projet de vie. Si je n'ai pas suffisamment nettoyé mon ego négatif, mes archétypes, ils vont venir mettre le manteau sur mon ego négatif. Et si je deviens un guerrier, je vais être un guerrier foudroyant, méchant, violent. Et au lieu d'être un crocodile qui s'exprime, je vais être un dragon qui crache du feu, par exemple. Quand je vais être un impérator, je vais être dans l'avoir et dans le pouvoir juste pour ma gloire personnelle, pas pour l'humanité, pas pour une mission de vie, etc., etc. Donc, je vais pouvoir travailler les archétypes dans ces dimensions et m'épanouir de plus en plus. Et puis, si je pars un peu plus loin en expansion de conscience, je vais arriver dans le corps bouddhique et dans l'atmi. Là, je vais faire l'expérience
de ma vraie nature, je reconnecte mon je suis. Et quand on emmène les gens au petit séminaire de 2 jours que je propose pour explorer ces états d'expansion de conscience, commencer à réparer son enfant intérieur, eh bien, quand ils arrivent ici, ils me disent « Oh, j'avais l'impression d'être à la maison. Je suis rentrée à la maison. » C'est notre vraie nature, notre vraie qualité. Le je suis dans sa lumière, dans sa capacité d'amour, on en fait l'expérience ici, dans cette zone. Donc ainsi, je vais pouvoir, si on regarde bien, réparer la totalité de mon enfant intérieur, son histoire, ses douleurs, ses souffrances, toutes les mémoires qui sont là autour. Une fois que j'ai réparé, mon cerveau est tellement plastique qu'il ne fera pas la différence entre la situation réellement vécue et la situation virtuelle réparée en visualisation. La situation virtuelle réparée prend la place de la situation vécue. Ce qui fait que c'est nettoyé pour toujours et que jour après jour, j'avance et je m'épanouis de plus en plus. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'enfant intérieur. Et maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vais d'abord vous présenter le séminaire qui vous permet de faire les premières expériences d'expansion de conscience. C'est un séminaire sur 2 jours, un samedi et un dimanche. Le prochain a lieu le 10 et le 11 mars. Et puis ensuite, je crois, c'est le 14 et le 15 mai. Il y en a un tous les 2 mois. Pendant ce séminaire, vous allez apprendre à aller en expansion de conscience en totale sécurité. Et on va commencer à travailler sur la réparation de votre histoire, de votre enfant intérieur. Le samedi, on fera en technique de visualisation énergétique. Je pars en expansion de conscience et j'emmène tout le groupe. Il y a plein d'assistants en général qui viennent et qui vous aident également. Le samedi et le dimanche, on fera des expansions de conscience avec les mouvements corporels, avec la respiration, avec la méditation, et avec de la musique et avec un peu de Qigong. Et l'objectif de cet enchaînement qui dure un peu plus de 2 heures, c'est de vous emmener tous ici pour que vous fassiez l'expérience de la lumière, l'expérience de votre vraie nature et de qui vous êtes vraiment. Ensuite, après le 2 jours, il y a un 4 jours où là, pendant 4 jours, nous ne sommes que 6 participants. Nous allons explorer tout ça en expansion de conscience et aller à la rencontre des stratégies inconscientes que vous avez construites depuis votre enfance en réponse aux souffrances de l'enfant. L'enfant s'adapte au monde dans lequel il est. Et s'il est en carence, s'il est en souffrance, il va mettre en place des stratégies de compensation, des stratégies d'adaptation et des stratégies de survie. Et ces stratégies, c'est là qu'elles se trouvent. Elles vont agir dans votre vie à votre insu et se répéter sans arrêt tout au long de votre histoire, sans que vous en ayez conscience. Eh bien, le travail du séminaire de 4 jours, c'est explorer tout ça, aller chercher le maximum de contenu et tirer le fil pour retrouver toutes les stratégies inconscientes que vous avez mises en place. Ensuite, on les transmutera, on les transformera de façon positive en loi universelle de vie, en loi de réussite. Et vous allez vivre aussi une expérience où vous sortez de la couche d'ego et vous faites l'expérience de votre je suis, de votre je suis énergétique, de l'énergie de vie qui vibre dans tout votre corps. Ça, c'est le 4 jours. Et puis après, pour ceux qui sont intéressés, il y a un parcours en 3 ans de développement personnel où on explore tout ça de façon très profonde, l'enfant intérieur et l'histoire personnelle, l'intégration du masculin et du féminin et l'intégration des mémoires transgénéalogiques, les archétypes, les égrégores en 3e année. Et en général, à la fin du parcours, les gens sont vraiment sur leur mission de vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.